Une sphère creuse, pesant environ 1 livre, doit résister à des forces d'impact atteignant des milliers de livres à chaque coup de pied puissant sans éclater. Atteindre ce niveau de résilience nécessite un processus de fabrication qui commence avec des blocs de caoutchouc brut et des panneaux synthétiques plats, puis passe par une longue séquence d'étapes étroitement contrôlées, du renforcement du noyau porteur de pression à l'application d'une technologie de liaison thermique de précision qui forme une structure parfaitement aérodynamique. Alors, où réside exactement ce secret d'ingénierie aujourd'hui? Rejoignez Tout s'explique alors que nous vous emmenons au cœur du processus de fabrication complet d'un ballon de football de qualité FIFA. L'histoire du ballon sphérique est, à bien des égards, une révolution matérielle remarquable. Peu de gens imagineraient que les ancêtres des chefs-d'œuvre actuels de niveau Coupe du Monde n'étaient rien d'autre que de simples vessies de porc enveloppées de cuir de vache brute au XIXe siècle. Sur le terrain, c'était un véritable cauchemar, difforme, lourd et capable d'absorber l'eau comme une énorme éponge dès qu'il commençait à pleuvoir. Aujourd'hui cependant, le football est devenu une véritable industrie de plusieurs milliards de dollars avec un marché mondial évalué à environ 3 milliards de dollars. Chaque année, plus de 40 millions de ballons de football sortent des chaînes de production à travers le monde. Une quantité étonnante, suffisante pour former une ligne continue capable d'encercler la planète entière. Plus surprenante encore, près de 70% de ces ballons, cousus main, proviennent d'une seule modeste ville du Pakistan, Sialkot. De ses modestes débuts, Sialkot est devenu le cœur battant de la fabrication mondiale de ballons de football, donnant le rythme à des millions de matchs joués dans le monde entier. Le processus de fabrication de la vessie intérieure commence avec du caoutchouc synthétique, principalement du caoutchouc butyl, qui est livré à l'usine sous sa forme brute. L'intégralité du composé est introduit dans un malaxeur industriel où de grands rouleaux tournent dans des directions opposées, écrasant, compressant et étirant continuellement le caoutchouc afin que les additifs soient uniformément dispersés dans le matériau. Une fois que le composé atteint les spécifications techniques requises, le caoutchouc est transféré directement à un système de calendrage multi-rouleaux. Ici, le matériau est pressé et étiré à travers d'étroits interstices de rouleaux, formant de longues feuilles de caoutchouc plates d'une épaisseur uniforme de seulement quelques millimètres. Dès que la feuille sort des rouleaux, sa surface est enduite d'une fine poudre de talc pour éviter qu'elle colle et pour stabiliser sa forme. Puis, elle est enroulée en grands rouleaux, prêts aux étapes suivantes de formage. Une fois que les ébauches de vessie ont été entièrement coupées, l'installation de la valve d'air est effectuée directement au poste de travail. Les opérateurs identifient précisément la position de la valve sur chaque ébauche de caoutchouc, puis percent un petit trou propre et parfaitement rond. Une valve de caoutchouc rigide est insérée dans l'ouverture et fixée à l'aide d'un adhésif industriel ou par un léger ajustement serré pour assurer une étanchéité. C'est le point le plus critique, déterminant la capacité de la vessie à retenir l'air. Ensuite, les deux ébauches de caoutchouc, avec la valve installée, sont soigneusement alignées et placées dans un moule sphérique en métal. Le moule est clos mécaniquement à l'aide d'une presse hydraulique, tandis que la chaleur et la pression sont appliquées simultanément, permettant au caoutchouc de ramollir et de se lier complètement le long des soutures. Ce processus façonne la vessie en une sphère uniforme et forme une structure scellée. Et une fois que le cycle de chauffage et de pressage est terminé, la vessie est retirée, refroidie et transférée à l'étape d'inspection suivante. Une fois que la vessie a été gonflée pour stabiliser sa forme, elle est transférée à un système de bobinage de fil multistation. Ici, la vessie est fixée sur une broche rotative et tourne continuellement, tandis que des roulons et des bras de guidage la maintiennent parfaitement centrée. Des fils de polyester ou de nylon sont tirés de grandes bobines, passent par une unité de contrôle de tension, puis sont enroulés uniformément sur toute la surface, suivant un parcours programmé. La machine régule précisément la vitesse de rotation et la force de traction pour garantir que les fibres sont distribuées uniformément sans mou ou amoncellement. En moyenne, chaque vessie est enroulée de centaines de mètres de fil et nécessite environ 10 minutes pour être achevée, formant une structure de renforcement qui aide le ballon à conserver sa rondeur et sa stabilité lors d'impacts puissants. Immédiatement après, la vessie est gonflée une fois de plus, enduite d'une fine couche d'adhésif tout en tournant, puis envoyée dans une zone de séchage pour la préparer à l'étape du moulage de l'enveloppe extérieure. Pendant que la vessie est traitée, la ligne de production de l'enveloppe extérieure commence avec des rouleaux de cuir synthétique de haute qualité, fabriqués à partir de polyuréthane ou de polychlorure de vinyle, PVC, qui est découpé par des presses à découper hydrauliques ou des machines laser en 32 panneaux identiques, 20 hexagones et 12 pentagones, destinés à répartir l'impact uniformément.
Ensuite, les panneaux sont séparés manuellement et brièvement inspectés, tandis que les chutes sont collectées pour être recyclées pour réduire les déchets et maintenir une production efficace. Après la découpe, les panneaux passent à une ligne d'impression automatisée où l'impression thermique ou numérique applique les logos, les marques et les graphiques avec un alignement précis. L'encre est conçue pour résister durablement à la friction et aux impacts et les panneaux sont entièrement séchés pour assurer une forte adhérence avant l'assemblage. Après l'impression, les panneaux sont pré-perforés et assemblés en utilisant une technique de couture intérieure qui dissimule les coutures, créant une surface plus lisse et plus aérodynamique. Pour les ballons de match haut de gamme, la couture à la main est préférée pour une tension et une durabilité accrues. Une fois qu'environ 85% de l'enveloppe est cousue, la vessie est insérée, le ballon est retourné et les points de couture finaux le transforment en une structure hermétique. Complètement différente de la couture traditionnelle, la technologie de liaison thermique représente la norme moderne pour les ballons de match actuels. Le processus commence par l'application d'un adhésif spécialisé sensible à la chaleur le long des bords de chaque panneau. Ces panneaux, ainsi que la vessie gonflée, sont ensuite positionnés précisément à l'intérieur d'un moule métallique sphérique. Le moment le plus critique survient lorsque la presse est activée. Le moule se ferme et est chauffé à 176 degrés Fahrenheit pendant exactement 90 secondes. Sous l'effet combiné de la haute température et de la pression, l'adhésif fond et fusionne les coutures, créant une surface parfaitement sans couture sans avoir besoin d'un seul point. Le résultat, un ballon avec une rondeur quasi parfaite et une résistance à l'eau de 100%. Cependant, comme sa structure rigide ne peut pas être dégonflée pour un stockage compact, les coûts de transport pour ce type de ballon sont souvent nettement plus élevés. Après l'assemblage, le ballon est immédiatement connecté à un système d'englofage automatisé pour atteindre la pression standard exacte. Cependant, il n'est pas libéré de l'usine tout de suite. Il doit d'abord subir une période de repos contrôlé qui permette au matériau de se stabiliser. Après l'assemblage, le ballon est immédiatement connecté à un système d'englofage automatisé pour atteindre la pression standard exacte. Cependant, il n'est pas libéré de l'usine tout de suite. Il doit d'abord subir une période de repos contrôlé qui permette au matériau de se stabiliser. L'usine utilise des équipements de roulement spécialisés ou des moules de formage pour appliquer une force uniforme sur toute la surface. Ce processus renforce le lien entre l'enveloppe extérieure et la vessie intérieure, élimine les déformations potentielles et assure une précision sphérique à long terme. C'est une étape critique qui permet au ballon de fournir un bondi constant et une trajectoire de vol précise dans toute situation de jeu. Avant de quitter l'usine, chaque ballon doit subir une série de tests rigoureux pour obtenir la certification de qualité de la FIFA. Tout d'abord, des paramètres fondamentaux tels que la circonférence, le poids et la sphéricité sont mesurés avec des instruments de haute précision jusqu'à la plus petite fraction de pouce. La moindre déviation géométrique qui empêcherait le ballon de maintenir une forme parfaitement uniforme entraîne un rejet immédiat. Vient ensuite le test de rebond. Le ballon est lâché librement d'une hauteur fixe sur une plaque d'acier et le rebond doit se situer dans une fourchette étroitement contrôlée sur des essais répétés. Encore plus exigeant est le test de résistance à l'eau, où le ballon est immergé et comprimé à plusieurs reprises dans un réservoir d'eau pour vérifier que son poids n'augmente pas dans des conditions de jeu humides. Seuls ceux qui réussissent chacun de ces critères sont jugés dignes de rouler. Passons au terrain professionnel. Les ballons qui répondent aux normes de qualité sont transférés vers la ligne d'emballage. Ici, chaque ballon est soigneusement cligné pour enlever la poussière et les résidus de surface avant d'être mis en boîte ou emballé dans un matériau de protection spécialisé, selon le type de produit. Le processus d'expédition diffère considérablement en termes de pression interne. Les ballons cousus à la main sont généralement dégonflés à plat pour maximiser l'efficacité d'expédition et réduire le volume de transport, tandis que les ballons thermosoudés sont habituellement prégonflés à basse pression pour protéger l'intégrité de leur enveloppe extérieure sans couture. À partir de ce moment, les ballons sont distribués dans le monde entier par camion, cargo ou fret aérien, prêts à rouler sur les terrains du monde entier. Ici, des dizaines de brins parallèles sont enroulés en continu sur des bobines vertes rotatives, couche par couche, jusqu'à ce que chaque rouleau atteigne sa pleine taille, de quelques kilogrammes à bien plus de 10 selon la capacité. Un seul rouleau contient souvent de 5 à 12 000 de fibres, suffisant pour un tissage ininterrompu sans changer l'approvisionnement en cours de processus, qui est crucial pour éviter les traînées de couleurs ou les variations de densité dans la surface finale.
Si la vitesse d'enroulement devient trop haute, les brins s'étirent trop et perdent leur élasticité tandis qu'ils se détendent, se chevauchent ou s'entanglent lorsqu'ils tournent trop lentement. La machine maintient automatiquement une tension constante tandis que les opérateurs sont prêts à surveiller l'alignement, à corriger le guidage des brins ou à remplacer les bobines. Une fois plein, un rouleau propre avec des fibres plates, uniformes et alignées dans une seule direction est la preuve visuelle d'une ligne bien ajustée. Plus le rouleau est uniforme, plus le processus de tissage est fluide et plus la surface du gazon paraîtra nette. Une fois l'enroulement terminé, les rouleaux de fibres ne sont jamais stockés au sol ni transportés en vrac. Ils sont montés sur un râtelier dents souples, un cadre en acier à plusieurs niveaux avec des centaines d'arbres rotatifs, chacun retenant un seul rouleau qui tourne librement sous la traction de la machine à tisser située en amont. Depuis le râtelier, ces brins aussi fins que des cheveux passent par des rouleaux d'alignement où ils sont regroupés en rangées droites et guidés vers la zone des aiguilles. C'est là que le gazon prend forme. Des centaines d'aiguilles montent et descendent comme une gigantesque machine à coudre, accrochant les fibres à travers le support inférieur avant de les remonter pour former des brins debout. Le support se compose généralement de deux couches collées, une couche inférieure solide qui supporte la tension et une feuille supérieure plus souple pour la pénétration des aiguilles. Les métiers à tisser modernes peuvent produire de 10 à 20 pieds de gazon par minute, ce qui signifie qu'une seule équipe peut générer suffisamment de gazon pour un terrain de football de taille réglementaire. À la sortie du métier à tisser, ce qui en ressort n'est plus un fil lâche, mais un tapis de gazon défini, une surface verte aux fibres dressées, d'une densité uniforme à l'œil, un champ continu plutôt que des polymères individuels. Juste après le tissage, la feuille de gazon n'est pas encore prête à l'emploi, car chaque fibre n'est maintenue que par une boucle mécanique. La force d'adhérence au point de contact entre la fibre et le support est faible, et un brin peut encore être arraché à la main. Pour augmenter la force de liaison, la feuille est envoyée à travers un système de revêtement au latex. Des lames d'induction et des rouleaux étalent le revêtement en une couche fine et uniforme sur toute la surface. L'objectif ici n'est pas l'épaisseur, mais la pénétration pour sceller et saturer la base des fibres. Alors qu'elle passe dans la zone de revêtement, le latex s'écoule dans les interstices remplissant l'espace entre chaque boucle de points dans la surface du support. L'adhésif commence alors à se stabiliser, formant un film autour de chaque base de fibre. La pénétration et le durcissement initial se produisent rapidement, mais la force d'adhérence continue de croître à l'étape suivante, le séchage. La feuille de gazon entre ensuite dans une chambre de durcissement chauffier où un convoyeur de séchage continue. La température est soigneusement contrôlée afin que le latex forme une couche de liaison cohésive sans déformer le support. Une fois séché, la face inférieure devient stable et fermement fixée. À ce stade, le gazon passe de sa forme tissée brute à une construction entièrement liée, mécaniquement plus solide et prête pour la phase suivante. Une fois que la couche de latex est entièrement collée, la feuille de gazon synthétique passe dans la zone de perforation pour le drainage. Ici, des lames chauffées ou des poinçons mécaniques créent des trous à travers le support et la couche de latex selon un motif répétitif. Chaque trou poinçonné doit être propre, rond et au bord lisse, sans rebord brûlé ni déchirure. La vitesse de poinçonnage et la densité des trous sont synchronisées avec l'avance du convoyeur. Trop peu de trous et l'eau s'accumulera à la surface, créant des risques de glissade. Trop de trous et le support perdra sa résistance structurelle et sa résistance à la traction. C'est pourquoi le perforateur fonctionne selon des paramètres fixes, calibrés pour drainer efficacement les fortes pluies, tout en maintenant la stabilité mécanique du support et du latex. Lorsque la feuille quitte cette station, la face inférieure présente une grille continue et uniforme de trous de drainage, alignés et prêts à acheminer l'eau à travers la couche de base, quelles que soient les conditions météorologiques. Une fois la perforation terminée, le gazon synthétique possède désormais une structure finie, avec une surface entièrement formée et une capacité de drainage. Cela marque la fin de l'étape de traitement technique de la base, avant que le tapis ne soit aplati, roulé et préparé pour l'emballage. Une fois que la perforation est terminée, le gazon passe à l'inspection. Il est d'abord examiné directement sur la ligne où les opérateurs balaient la surface sous un éclairage puissant pour détecter rapidement des défauts. Hauteur de poils irrégulière, variation de densité, décalage du tissage ou trous de drainage qui ne sont pas parfaitement ronds.
tout point douteux est immédiatement marqué pour une correction localisée ou un retrait du rouleau. Parallèlement, des échantillons représentatifs sont prélevés pour des tests de laboratoire, la résistance d'ancrage des fibres, la récupération après compression et la vitesse de drainage. Les évaluations de base incluent la force de traction sous charge standard, l'abrasion de surface pour simuler le frottement des crampons et les tests de perméation de l'eau pour mesurer le flux à travers les trous poinçonnés. Une fois que l'inspection visuelle et la performance en laboratoire sont conformes aux spécifications, le gazon passe aux étapes finales de production. Après l'inspection, les feuilles de gazon synthétique qualifiées passent dans la zone d'aplatissement et de redressement des brins, où des rouleaux redressent les brins et éliminent les plis laissés par le traitement. Immédiatement après, le système d'enroulement tire le tapis sur un noyau en papier ou en PVC, avec des vitesses d'enroulement synchronisées au convoyeur pour éviter le mou, les plis ou le glissement du support. Le diamètre du rouleau dépend de la longueur de production, et les rouleaux commerciaux varient généralement de 65 à 230 pieds, adaptés aux petits terrains ou combinés ultérieurement pour les terrains de taille normale. Une fois que le rouleau atteint la longueur requise, la machine coupe automatiquement la feuille et les bords sont fixés avec du ruban adhésif industriel pour éviter toute séparation. Le rouleau passe ensuite à l'emballage, enveloppé d'un film PE ou PP pour le protéger de la poussière, de l'humidité et de l'abrasion pendant le transport. Enfin, des étiquettes d'identification sont apposées pour le suivi des commandes et le type de produit. Et le rouleau est placé sur des palettes pour l'expédition. À ce stade, le produit est entièrement construit, structurellement lié, drainable et prêt à être installé. Il est expédié vers les terrains d'école, les centres sportifs, les terrains résidentiels ou les stades professionnels où il sera déroulé, jointé et mis en jeu. De l'usine, les rouleaux de gazon synthétique sont transportés sur le site et posés directement sur la base préparée. La sous-surface est généralement constituée de pierres fines ou de béton léger, nivelé avec une pente pour le drainage, afin que l'eau de pluie s'écoule vers le bas par les trous de perforation, au lieu de stagner sur le terrain. Chaque rouleau est déroulé selon le tracé prévu et tendu uniformément pour éviter les ondulations ou les cloques pendant l'utilisation. Une fois alignés, les bords entre les rouleaux adjacents sont coupés, ajustés et collés avec un ruban adhésif de joint spécialisé. Le joint est fermement pressé avec un rouleau afin que la couture reste invisible. Le périmètre du terrain est ensuite fixé avec des chevilles ou des vis dans la fondation, garantissant que le gazon ne se déplace pas sous un impact important. L'étape finale avant le jeu est le remplissage, ajoutant des granulés de caoutchouc et du sable de silice si le terrain nécessite un rebond de balle standard. Le remplissage est étalé uniformément par des applicateurs spécialisés et brossé pour que les particules se déposent dans la base de fibre, pour que les brins de gazon restent droits sans s'affaisser pendant le jeu. Une fois que la surface atteint une hauteur uniforme et une densité de remplissage, le terrain peut être utilisé. Derrière ce qui semble n'être qu'un simple ballon de football se cache une chaîne industrielle complexe, où les matériaux, les machines et le savoir-faire humain travaillent en étroite coordination. Et si vous voulez continuer à explorer la face cachée des industries familières, n'oubliez pas de suivre Tout s'explique pour les prochaines vidéos.